Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier l'œuvre de Rimbaud, Les Cahiers de Douai, en particulier à travers le parcours Émancipation créatrice. Et comme d'habitude, nous allons commencer par l'analyse des termes du parcours Émancipation créatrice, puis nous allons voir les thématiques importantes à maîtriser autour des Cahiers de Douai et de ce parcours. Puis nous donnerons quelques idées rapidement pour un plan thématique, un plan dialectique, et nous ferons quelques rappels méthodologiques. Euh, Émancipation créatrice. Émanciper, émancipation, vient du latin et est composé du préfixe et ou ex, qui signifie hors de. Émancipation, en fait, ça veut dire euh, hors, hors d'une. Se mettre, se sortir hors d'une situation, hors de l'état où l'on est, ne pas. Enfin, se dégager de l'état où l'on est, de la situation dans laquelle on est. Donc, c'est bien le sens actuel et général que nous employons, d'action de se libérer, de se dégager d'une dépendance morale ou des préjugés de son époque. Chez Rimbaud, l'émancipation se fera en particulier à travers la révolte, donc le fait de euh, s'opposer assez frontalement à des pensées politiques, sociales, morales ou religieuses de son temps. Et l'adjectif créatrice, qui vient de créare, qui signifie engendrer, produire, est habituellement lié au pouvoir divin, au pouvoir démiurgique de création de quelque chose de neuf, de quelque chose qui n'existait pas avant. Donc cet adjectif, qui signifie qu'il y a quelque chose qui naît, laisse entendre que les émancipations, donc le fait de se dégager d'une situation, va permettre de créer quelque chose de neuf chez Rimbaud. Et nous allons étudier donc ce parcours à travers cette thématique. Et tout d'abord la révolte politique. La révolte politique chez Rimbaud, dans les Cahiers de Douai, a surtout pour cible un personnage que vous avez caricaturé ici, qui est Napoléon III. Napoléon III, ici représenté comme un vautour, ce qui correspondrait pas mal à l'image que s'en fait Rimbaud. Chez Rimbaud apparaît comme à la fois l'image d'un tyran, mais aussi d'un tyran ridicule. De ce point de vue-là, il s'inspire bien de la poésie de Victor Hugo et de la critique de Victor Hugo vis-à-vis de Napoléon III. Par exemple, dans Rage de César, il dit de Napoléon III qu'il a voulu souffler la liberté ainsi qu'une bougie. Il l'accuse donc d'être liberticide, d'avoir voulu tuer, détruire la liberté. Dans l'éclatante victoire de Sarrebruck, il se moque de sa prétention militaire, puisqu'il se glorifie d'une victoire, la victoire de Sarrebruck, alors qu'en réalité ce n'était qu'une petite bataille facilement gagnée, et Rimbaud le laisse entendre par l'utilisation d'un vocabulaire enfantin, raide sur son dada flamboyant. Napoléon III est réduit à un enfant qui joue à faire la guerre finalement. Et, euh, et le Dormeur du Val vient compléter cette critique en soulignant l'horreur de cette guerre dans laquelle Napoléon III a engagé la France, si on, Napoléon III et ceux qui le soutiennent. Il y a aussi chez Rimbaud l'émancipation dans une révolte sociale, donc l'émancipation par rapport à un milieu social qui est celui qu'il connaissait bien à Charleville-Mézières, c'est la bourgeoisie. La bourgeoisie au XIXe siècle est souvent représentée euh, avec son ventre vers l'avant, qui s'oppose justement à la représentation de la misère, puisque le pendant du poème dans lequel sont présentés les bourgeois, à la musique, c'est les effarés chez Rimbaud. Les effarés, eux, ne peuvent pas, même pas manger le pain, ils doivent se contenter de le sentir. Alors que les bourgeois dans la musique, eux, euh, avancent leur ventre en avant, parlent de leur tabac, étalent leurs montres, leurs richesses, sont dans l'ostentation. Et ce que critique particulièrement Rimbaud dans la bourgeoisie, c'est son étroitesse d'esprit, sa mesquinerie, que l'on voit dans la musique à travers la nature contaminée par l'état d'esprit de la bourgeoisie, puisque Charleville-Mézières est présenté avec de mesquines pelouses et un square où tout est correct.
Donc l'état d'esprit bourgeois, cette étroitesse d'esprit, se retrouve dans la pelouse et dans le square. On a aussi une révolte contre la morale puritaine du XIXe siècle, époque où une certaine vision de la religion poussait à considérer tout ce qui était corporel, charnel, avec méfiance. D'où une mode qui enferme les femmes dans des tenues qui les couvrent complètement. Les mains elles-mêmes sont gantées, elles sortent toujours avec des chapeaux. On voit que l'école monte jusqu'en haut. Et de façon générale, en fait, c'est une époque où l'on considère aussi bien le corps que l'amour charnel comme quelque chose qui pousse au vice, qui pousse au mal. Et Rimbaud se révolte contre cette vision de ce qu'il considère lui comme naturel, d'où, ce que l'on verra juste après, c'est la poésie sensuelle. Rimbaud cherche donc à s'émanciper par rapport à ce qui le révolte. D'où la thématique du départ qui montre ce mouvement vers l'avant, qui le tire hors de Charleville, hors de sa famille, hors de la situation dans laquelle il se trouve. Le départ, on va le trouver beaucoup dans les poèmes postérieurs au cahier de Douai. On peut en particulier penser au célèbre bateau ivre. Mais dans les cahiers de Douai, on a déjà cette importance du verbe aller, qu'on retrouve 2 fois dans Sensation, j'irai, j'irai, et 2 fois dans Ma Bohème, j'allais, j'allais, qui est à chaque fois privé de son objectif, du lieu où il faut aller. Pourquoi ? Parce que c'est le mouvement qui compte, c'est l'errance pour elle-même, c'est le voyage pour lui-même qui est prisé chez Rimbaud. Le voyage, synonyme de liberté, d'ouverture d'esprit, de volonté d'avancer, d'aller de l'avant, contrairement à ceux qui restent assis, comme il les décrit dans un poème plus tardif. D'ailleurs, Rimbaud, après avoir passé les 15 dernières années de sa vie en Afrique, quand il finit amputé sur son lit, quelques jours avant de mourir, ce dont il se plaint, c'est de ne plus pouvoir chevaucher à travers les déserts. Rimbaud aussi s'émancipe donc en particulier de l'ordre moral de son temps grâce à une poésie sensuelle. Sensuelle non seulement parce qu'elle met en avant les sens, où on a une forte importance de la synesthésie et des sens en général qui sont... il y a une profusion des sens dans les poèmes. Par exemple, on peut penser à la synesthésie dans Ma Bohème, avec les étoiles que l'on voit et qui en même temps font un son, un doux frou-frou. Mais aussi les nombreux sens, la vue, l'odorat, le goût, le toucher, dans, par exemple, Soleil et chair, dès les 2 premières strophes. Donc une poésie qui met les sens extrêmement en avant, mais c'est aussi une poésie sensuelle parce qu'elle présente un amour libre dans lequel l'érotisme, le caractère charnel n'est absolument pas voilé. Chez Rimbaud, on ne voit pas de poème adressé à une femme en particulier, à part Nina à la limite, et encore, cette Nina est bien décevante. Ce qui compte, c'est l'amour pour lui-même. Et dans Première soirée, la jeune fille est déshabillée, et ce qui compte, ce n'est pas la jeune fille elle-même, c'est cette sensualité qui se dégage de cette découverte progressive du corps. Dans Rêver pour l'hiver, le poème est adressé à elle. Donc il n'y a pas de femme particulière, mais en revanche, la scène qui est décrite, c'est bien celle d'une initiation érotique, très légère. Parce que chez Rimbaud, l'amour est libéré de toute condamnation. Et ça va même plus loin, puisque chez Rimbaud, il y a, comme souvent dans le Parnasse aussi, en tout cas c'est une pensée assez fréquente au XIXe siècle, il y a le regret d'une période ancienne, païenne, antérieure au christianisme, dans laquelle l'amour corporel, charnel, ne serait pas entaché de vices, de péchés. Il n'y aurait plus de culpabilité vis-à-vis de tout ce qui est charnel. Le corps est bon, l'amour charnel est bon. On le voit tout particulièrement dans Soleil et chair, où cet amour qui est extrêmement charnel, extrêmement érotique, extrêmement sensuel, puisqu'on voit des dieux qui mordent l'écorce des rameaux dans lesquels se trouvent les nymphes. Il baise aussi la nymphe blonde d'ailleurs. La terre elle-même est
est prête à recevoir l'amour. Donc tout l'amour est diffusé dans le poème qui est adressé à Vénus. Dans ce poème, l'amour est certes extrêmement érotique, extrêmement charnel, mais il n'y a aucune condamnation. Il est paré d'une innocence païenne, pas dans le sens où il est pur, mais dans le sens où il n'y a aucune condamnation. Cet amour est naturel. C'est aussi une poésie, chez Rimbaud, qui s'émancipe puisqu'elle cherche à s'affranchir des convenances, de ce que l'on juge convenable, donc digne en particulier d'être évoqué dans la poésie. Ça se trouve dans le vocabulaire et dans les sujets. Par exemple, nous avons de nombreuses onomatopées qui habituellement ne se trouvent pas dans les poèmes. Par exemple, dans Le bal des pendus, hurrah, les gais danseurs qui n'avaient plus de panse, on peut cabrioler, les tréteaux sont si longs. Hop, qu'on ne sache plus si c'est bataille ou danse. Hurrah, hop, surprennent dans un poème. De même, dans les réparties de Nina, on a ce 1 qui participe à la parodie du romantisme un peu niais du jeune homme, puisqu'il est là en train d'imaginer sa ballade. Ta poitrine sur ma poitrine, hein, nous irions. Ce 1 qui rompt tout le lyrisme accentue l'esprit parodique de ce poème, puisqu'il n'a pas sa place, il est décalé par rapport à la tonalité du poème. Pareil dans ma bohème, où l'interjection oh là là, oui, ce sont des onomatopées ou des interjections d'ailleurs, je n'ai pas précisé. Donc l'interjection oh là là vient contrebalancer le lyrisme de l'exclamation que d'amour splendide j'ai rêvé. Cette exclamation est très lyrique, mais l'interjection oh là là vient rompre ce lyrisme, vient le briser, le met à distance. De même, on a des mots grossiers comme merde dans le forgeron ou cul dans les effarés. On a aussi anus dans Vénus Anadyomène. Nous avons des mots enfantins comme le dada, qui était déjà mentionné dans l'éclatante victoire de Sarrebruck. Nous avons des sujets aussi qui ne sont pas des sujets propres à la poésie, comme la masturbation, dans le châtiment de Tartuffe, qui est décrit au départ tisonnant son cœur amoureux sous sa chaste robe noire. Chez Rimbaud, généralement, le cœur, c'est le sexe. Donc ici, c'est bien une scène de masturbation à laquelle nous assistons. Dans les réparties de Nina, encore une fois, le romantisme niais du narrateur est mis à mal par cette évocation d'une vache fière fiantera. L'allitération en F met l'accent sur ce verbe fianter. On a une bouse de vache qui apparaît sous nos yeux. Et en plus, l'adjectif fier crée un décalage tout à fait comique. Et enfin, nous avons aussi des sujets si quotidiens, si prosaïques, que la poésie, habituellement, ne s'en préoccupe pas. Ici, c'est le repas dans une auberge, des tartines, de beurre et du jambon qui fut à moitié froid. Tout ce qu'il peut y avoir de plus ordinaire, de plus banal. La poésie de Rimbaud s'émancipe aussi grâce à l'écart par rapport aux règles poétiques. Pourtant, au premier abord, on peut se dire beaucoup de sonnets. De façon générale, ce sont des poèmes en vers avec des strophes, principalement alexandrins et octosyllabes. Rien de bien extraordinaire à une époque où Baudelaire a déjà écrit des poèmes en prose, et même avant lui, Aloysius Bertrand. Donc, de ce point de vue-là, Rimbaud peut sembler être un bon élève qui fait des poèmes bien scolaires. Pourtant, en réalité, il nous pousse presque à lire sa poésie de façon assez déstructurée, comme de la poésie en prose, puisqu'il va utiliser beaucoup de rejets, de contre-rejets, et il va s'amuser à placer ses césures de façon souvent très incorrecte, de façon à ce que la structure même du vers soit brisée. Les rejets et les contre-rejets, en faisant déborder le vers sur les vers qui l'entourent, nous obligent, si on veut suivre le sens de la phrase, à ne pas suivre la structure du vers. Par exemple, pour les rejets, dans les effarés, à genoux, 5 petits misères, regarde le boulanger faire le lourd pain blond. Si on veut suivre la structure de la phrase, regarde le boulanger faire le lourd pain blond, on est obligé d'ignorer le rejet
on est obligé d'ignorer le changement de vers entre faire et le lourd pain blond, qui sépare le verbe de son complément. De même, dans le dormeur du Val, alors si vous faites attention, il y a beaucoup de rejets dans le dormeur du Val. On a là le rejet de la position tranquille. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Le rejet, qui met évidemment l'accent sur l'adjectif tranquille, permet aussi de faire déborder le vers sur le vers suivant, et ainsi nous force à nous émanciper de la structure rigide du vers et à le faire s'étaler en quelque sorte au-delà de ses limites. Donc on se rapproche presque de la poésie en prose. Pareil pour les contre-rejets. Je vais en étudier deux exemples, vous en avez beaucoup. Dans Vénus Anadyomène, on a la tête qui, grâce à un contre-rejet, émerge à la fin du premier vers, tout comme dans notre approche du tableau qui nous est présenté, la tête de la vieille femme apparaît soudain hors de la baignoire. Comme d'un cercueil vert en fer blanc, une tête de femme à cheveux bruns fortement pommadés, d'une vieille baignoire émerge, lente et bête, avec des déficits assez mal ravaudés. Là, le contre-rejet de tête, évidemment, la fait jaillir dans le verre comme elle jaillit de la baignoire. Mais si on veut suivre la structure de la phrase, on est obligé d'ignorer le changement de vers, puisque le changement de vers s'effectue entre le nom tête et son complément du nom de femme. Une tête de femme à cheveux bruns serait beaucoup plus logique. Mais là, Rimbaud ne veut pas s'astreindre à suivre la structure du vers. Au contraire, il joue avec la structure du vers. De même dans Rêver pour l'hiver, ces monstruosités hargneuses populaces de démons noirs et de loups noirs, le contre-rejet de populace, qui met en avant ce nom assez méprisant, nous pousse à, si on veut respecter la structure de la phrase, lire ces monstruosités hargneuses, populaces de démons noirs et de loups noirs, ce qui ne respecte pas du coup la structure des vers. On a aussi, chez Rimbaud, de nombreuses césures mal placées. Normalement, alors là je vous ai mis 3 exemples d'alexandrin, normalement un alexandrin est structuré en 2 hémistiches de 6 syllabes, 6, 6. La césure se trouve donc à 6. Parfois, dans ce qu'on appelle les tétramètres, on a 4 syllabes, 4 syllabes, 4 syllabes. Donc il y a 2 césures placées à chaque fois à 4 et 4. Nous allons voir des exemples qui font fi de ces règles. Et le premier, c'est Ophélie, ce qui peut sembler surprenant, puisque Ophélie est un poème assez parnassien, donc très attentif à la perfection formelle, aux figures de style, aux sonorités, qui permettent d'en faire un petit joyau. Pourtant, là, dans le premier des 2 vers que je vais vous lire, la césure n'est pas respectée. C'est que la voix des mères folles, immenses râles, alors plus exactement, c'est que la voix des mères folles, immenses râles, brisait ton sein d'enfant trop humain et trop doux. La césure, si on suit la structure de la phrase, se trouve après folle. Ce qui pose de problème, elle se trouve à 8 syllabes et non pas à 6. En plus, elle se trouve après un E, ce qui la rend impossible à prononcer. Soit on ne prononce pas le E qui doit être prononcé, puisqu'il y a un S, donc il y a une lésion, soit on ne fait pas la césure. Cette césure est impossible à suivre, en fait. Pourquoi ? Parce que, alors, Rimbaud ici met cette césure impossible justement sur l'adjectif folle, qui ici désigne les mères, mais en réalité, Paris-Palage désigne Ophélie elle-même. Autre exemple, dans l'éclatante victoire de Sarrebruck, nous avons le dernier vers qui se structure en 3 syllabes, 6 syllabes, 3 syllabes, au lieu de 6, 6. Se dresse et, présentant ses derrières, de quoi ? Alors, la réponse de quoi, c'est celle d'un soldat qui répond de quoi à Vive l'empereur. En gros, il dit, mais pourquoi dit-on Vive l'empereur ? Parce que la bataille a été trop simple. Ici, la césure, si elle était correcte, se trouverait entre présentant et ses derrières, ce qui est impossible, puisqu'elle se place entre le verbe et son complément. Donc, cette césure impossible à placer de façon correcte,
là aussi attire notre attention sur le centre du poème, le moment où le soldat montre ses fesses. Et dernier exemple de césure, comme dans Ophélie, impossible à placer, à un endroit très stratégique, c'est ma bohème. Comme des lyres, je tirais les élastiques, un pied de mes souliers souffrants, un pied près de mon cœur. C'est l'avant-dernier vers de ma bohème. Et ici, si on veut essayer de placer la césure, il faudrait la placer après lyre. Ce qui, là aussi, est incorrect, puisque c'est au bout de 5 syllabes, et non pas 6. En plus, lyre, comme folle, se termine par un E qu'il faut prononcer. Ce qui rend cette césure impossible à prononcer, à faire. Parce que normalement, une césure ne se place pas après un E. Comme des lyres, je tirais les élastiques. C'est extrêmement laid. Donc, Rimbaud s'amuse à placer une césure impossible à dire, juste entre, et en plus une césure incorrecte, puisqu'elle a 5 syllabes, juste entre les mots lire et je, qui sont deux mots représentants de la poésie lyrique, les lyres, l'instrument de la poésie lyrique, et le pronom personnel je, qui renvoie à l'expression personnelle des sentiments, le lyrisme. Voilà pour les thématiques, j'espère que c'était clair. À présent, quelques idées pour un plan thématique. Alors un plan thématique envisagerait un sujet, le sujet selon 3 idées qui se complètent les unes les autres, sans s'opposer, sans s'affronter l'une avec l'autre, comme dans le plan dialectique que nous verrons après. Donc là, nous verrons 3 façons pour Rimbaud dans les cahiers de Douai de s'émanciper. S'émanciper par rapport à une époque, donc en se révoltant contre la politique, Napoléon III, la société, les bourgeois, la religion, dans Le Mal ou dans Le Châtiment de Tartuffe, ou la morale, dans Soleil et chair. Il peut essayer de s'émanciper de sa situation individuelle, en particulier quand il cherche à quitter la situation dans laquelle il est. Son enfance, ce qu'on voit dans Rêver pour l'hiver, qui est un poème qui oscille entre l'enfance et l'adolescence, puisque on a certains signes de l'enfance dans le wagon rose, bleu avec des coussins roses, ou dans le fait que la jeune fille ferme les yeux pour ne point voir grimacer les ombres du soir, monstruosité hargneuse, populace, etc. Donc, attitude assez enfantine, mais en même temps, c'est une initiation érotique. Donc on quitte l'enfance, justement, d'où l'émancipation. Il y a la volonté de quitter Charleville avec toute la thématique du départ, ma bohème, sensation, mais aussi avec la critique à la musique de la bourgeoisie de Charleville. Et puis il y a même la volonté de quitter cette image du bon élève très studieux, intellectuel, puisque Rimbaud était un excellent élève et son professeur Isambard, quand il l'a rencontré pour la première fois juste avant l'écriture des cahiers de Douai, le décrit comme un élève studieux aux résultats idéalement scolaires, aux copies parfaites. Et Rimbaud, lui, dans ses poèmes, présente le bonheur non pas lié à la pensée, à la réflexion, mais justement à l'absence de réflexion. Dans Sensation, il dit « Je ne parlerai pas, je ne penserai point ». C'est à ce moment-là qu'il va pouvoir être heureux comme avec une femme. Chez Rimbaud, le bonheur s'accompagne de silence. On le voit aussi dans les poèmes dans lesquels il est dans des auberges, où il n'y a pas de parole, ou très peu. Mais c'est des poèmes qui expriment un bonheur simple. Et l'émancipation se fait aussi vis-à-vis des modèles littéraires, puisque Rimbaud, malgré l'apparence assez traditionnelle de ses poèmes, sonnets, strophes, vers, alexandrins, octosyllabes, il prend ses distances avec les modèles littéraires, en particulier dans les parodies, par exemple parodie de Victor Hugo, dans Rêver pour l'hiver, qui est une parodie de la Coccinelle, ou parodie de vieilles chansons pour le jeune temps, dans Les Réparties de Nina. Les Réparties de Nina, d'ailleurs, est de façon générale une parodie du romantisme, puisque le narrateur est vraiment un narrateur romantique
qui s'imagine fuguer dans la nature, vivre d'amour et d'eau fraîche, mais il est ramené à la réalité par la dernière réplique de Nina. Et on sent que le poète se moque de ce jeune homme naïf et romantique, avec les dissonances fréquentes qu'on a vues, la vache fière fiantera, ou le 1, etc. Il prend aussi ses distances vis-à-vis des règles de la poésie, les rejets, les contre-rejets, les césures, et il prend ses distances vis-à-vis de ce qui est convenable. On l'a vu avec tout ce qui relève des grossièretés, les onomatopées, les interjections, etc. Nous pouvons aussi imaginer un plan dialectique qui évoque l'émancipation tout d'abord en assumant le fait que c'est un recueil qui exprime la révolte d'un adolescent, avec la révolte politique, sociale, religieuse, morale, etc. Mais que malgré tout, cet adolescent semble nous proposer le recueil d'un bon élève, extrêmement traditionnel, avec des sonnets, des alexandrins, des octosyllabes, c'est une forme traditionnelle, en plus des thématiques courantes en poésie, l'amour, la nature, qu'on retrouve beaucoup dans le romantisme, et même des poèmes d'inspiration parnassienne, donc d'un mouvement littéraire qui précède Rimbaud. On peut en particulier penser à Ophélie, qui joue d'une nature qui a l'air éternelle, d'un personnage dont l'ambiguïté en fait quasiment un être surnaturel, etc. Et puis un grand souci de la forme, du style, qui renvoie au Parnasse, pareil dans Soleil et Chair, avec en plus ce goût du mythe. Mais toutefois, Rimbaud se libère de ses modèles et de ce qui le précède, en créant quelque chose de neuf. En particulier, on l'a vu avec cette volonté de créer une poésie qui ne se lie pas en suivant les vers, mais qui dépasse, qui déborde des vers, qui défait les vers, et qui devient quasiment de la prose malgré l'apparence. Mais aussi grâce à une poésie qui cherche à choquer et à introduire des mots, des sujets qui normalement n'avaient pas leur place dans la poésie. Donc on l'a vu avec tout ce qui relève de la grossièreté, du prosaïque, du trivial, etc., du quotidien. Et puis aussi une poésie qui nous marque par des images nouvelles, par exemple les associations de sens et d'images qui normalement ne vont pas ensemble. Par exemple, dans Le Dormeur du Val, un petit Val qui mousse de rayons, l'association entre la lumière du soleil et la mousse des bois, mais aussi la mousse, pourquoi pas, de la bière, qui est déjà régulièrement évoquée chez Rimbaud. Donc l'ivresse, la nature associée au soleil, en deux associations, mousse et rayon, Rimbaud fait émerger de nombreuses significations. Nous avons aussi la synesthésie, par exemple, dans Ma Bohème, mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. On a à la fois la vision des étoiles, la sonorité du doux froufrou, et puis même la vision d'un ballet, puisque le froufrou évoquant le mouvement des étoffes, on a bien ici l'évocation d'un ballet de danseuses étoiles. Nous pouvons aussi penser aux profusions de sens et à toutes ces images qui peuvent évoquer la synesthésie baudelairienne. Voilà, quelques petits rappels méthodologiques. Le plus important, répondre au sujet. Donc les idées de plan que je vous ai données ne sont pas à appliquer telles quelles, surtout pas. Ce qu'il faut, c'est prendre le sujet tel qu'il vous est donné, essayer de comprendre ce qu'on attend de vous, et répondre à ce sujet-là, et non pas plaquer un plan, un cours, pour bien montrer que vous l'avez appris. Ce qu'on veut, c'est une réflexion. Et d'ailleurs, votre plan doit dessiner un raisonnement, doit nous permettre de voir apparaître une réflexion cohérente. Quand on voit chacune des grandes parties, on doit comprendre quel est le lien qui les unit et qui nous permet de voir apparaître petit à petit une réflexion. Et à l'intérieur des grandes parties, les sous-parties doivent de façon très claire, très évidente, former des arguments qui justifient l'intitulé de la grande partie. Vos exemples doivent être variés,
Le recueil des Cahiers Doués est un recueil court. Il faut connaître la majorité des poèmes, si ce n'est tous les poèmes de ce recueil, et être capable d'en citer un grand nombre. Donc apprenez des vers, voire des strophes, pour pouvoir citer, analyser, approfondir vos exemples. Et vos explications doivent être claires, c'est-à-dire que rien ne doit être sous-entendu. L'examinateur n'est pas dans votre tête. Donc quand vous dites quelque chose, dites-vous bien que l'examinateur doit pouvoir toujours vous demander en quoi, pour quelle raison dis-tu ça, qu'est-ce qui fait que tu peux dire ça. Pour quelle raison est-ce que cette affirmation est légitime? Et il faut toujours le justifier, toujours l'expliquer de façon claire, sans jamais penser que c'est évident. L'examinateur n'est pas à votre place. Voilà, bon courage pour vos épreuves de bac, et j'espère que vous avez apprécié lire Rimbaud, et que vous lirez aussi les poèmes qui suivent, parce qu'ils sont vraiment magnifiques.